Bonjour à vous, merci d'être avec nous pour cette émission spéciale avec la Chambre de commerce et d'industrie du Morbihan et son président Pierre Montel. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. 2021, année de transition, la CCI du Morbihan interroge sur le nouveau rôle de l'entreprise. C'est avec ces projections que vous avez souhaité débuter cette année. Et pour développer le sujet, Emmanuelle Duez, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de The Botzon Project. Vous êtes avec nous également dans cette émission. Et puis Dimitri Caudrelier, le président de Cantis. Bonjour également. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors chacun d'entre vous, dans vos domaines, vous interrogez l'entreprise de demain, la façon que l'on a de s'y intégrer, de la construire, d'entreprendre ou de développer. Ce sont des termes qui vous parlent, Pierre Montel, en cette année 2021 ? Oui, effectivement, on est là au cœur des missions des chambres de commerce. La crise que nous traversons rebat toutes les cartes et a commencé par cette cérémonie des vœux qui réunit chaque année près de 400 personnes, qui permet cette communication sur le passé et les projets d'avenir de la Chambre. Il n'a pas lieu et j'ai souhaité permettre à la fois aux entreprises et aux collaborateurs de la Chambre qui sont les acteurs du quotidien dans le développement économique de mieux connaître nos projets d'avenir. Alors justement, c'est une belle alternative que vous proposez ici. Tout cela nous amène forcément à dresser un constat au beau milieu de cette crise sanitaire qui bouleverse nos rapports sociaux, nos rapports à l'entreprise. De fait, Emmanuelle Duez, The Botzon Project, c'est un cabinet de conseil qui s'intéresse à ces rapports, qui utilise aussi le terme mutation. Vous avez observé avec un grand intérêt, j'imagine, la période que nous traversons. C'est sûr, elle est fantastique parce qu'elle accélère les pratiques managériales et puis elle précipite aussi la question des essentiels à l'intérieur des organisations. Donc on voit qu'il y a des questionnements sur le rapport à l'espace, le rapport au temps, le rapport à l'autre, le rapport au travail, à l'engagement, à la fraternité aussi, puisque finalement les entreprises, c'est d'abord et avant tout des épopées collectives. Et tout ça, c'est au cœur des préoccupations des dirigeants aujourd'hui qui essayent de trouver des solutions pour soit tenir, soit opérer ce qu'on appelle la remontée en puissance opérationnelle. On parle d'adaptabilité aussi, on s'adapte. On parle de résilience beaucoup en ce moment, donc la capacité à dépasser des traumatismes majeurs sans symptômes post-traumatiques, donc avec des collaborateurs qui sont au rendez-vous, avec un alignement entre la proposition de valeur et la réalité interne. Et puis idéalement, en fait, se dire qu'on aura réussi cette crise parce qu'on en aura tiré les enseignements et qu'on aura rendu nos organisations plus robustes et plus belles, plus éthiques aussi. L'esthétique du dedans de Pierre Réverdy. Donc je pense que c'est un momentum qui est quand même très favorable. Alors justement, cette crise, vous l'analysez, j'imagine, vous en constatez pas mal de choses aussi, Dimitri Caudrelier. Vous, c'est Cantis, c'est un cabinet de conseil spécialisé dans la durabilité, dans la responsabilité RSE des entreprises. Les changements que souligne Emmanuel impactent également notre place physique. Quel constat vous faites, vous ? On constate depuis un an, la première chose, c'est que notre activité a vécu un vrai boom. On n'a jamais autant travaillé, on n'a jamais eu autant de sollicitations pour accompagner cette transition environnementale des entreprises. Et quelque part, ce qui revient au cœur des leaders de ces entreprises, des collaborateurs, c'est la question du sens. Ce qu'on a vécu depuis un an pose la question du modèle de croissance. On a vu qu'en ayant un confinement, le premier confinement pendant 3 mois, l'économie s'est littéralement arrêtée. On commence à en voir un petit peu les effets et on n'est pas prêt d'en sortir. Donc c'est sûr que le modèle économique qu'on a connu ces dernières dizaines d'années, il atteint quelque part un certain nombre de questions et quelque part ce confinement, d'être chez soi, d'être confiné, de se poser la question du sens de son travail, on le remarque de plus en plus dans les collaborations qu'on peut avoir avec nos clients, de savoir comment est-ce que après cette crise-là, je peux réussir à réfléchir à un modèle de croissance qui pourrait par exemple prendre en compte les problématiques et les enjeux environnementaux qui sont de plus en plus prégnants aujourd'hui. Et la prise de conscience, elle est positive en fait en ce moment. Absolument, et quelque part cette réflexion sur l'économie, sur la croissance, sur ces modèles d'entreprise, c'est extrêmement positif de notre point de vue parce qu'on se pose la question de l'après-crise, comment est-ce qu'on rebondit, la prochaine décennie qui s'ouvre, qu'est-ce qu'on doit faire sur les sujets climatiques, qu'est-ce qu'on doit faire sur les sujets de la biodiversité, qu'est-ce qu'on va faire sur les sujets de l'eau. La jeune génération est aussi en train de s'emparer du débat de façon extrêmement forte, je dirais extrêmement belle, avec ce manifeste pour un réveil écologique, plus de 35 000 étudiants de grandes écoles d'ingénieurs, de commerce, d'universités qui essayent de se mobiliser autour de ces questions-là. Donc on ne peut pas aujourd'hui, sur la décennie qui s'ouvre avec cette transition nécessaire, ne pas se poser la question des problématiques environnementales. Et puis on ne travaille plus de la même manière non plus. Vous-même, vous deux, vous en êtes un fort exemple puisque vous travaillez pour des entreprises nationales, internationales et vous êtes basé ici en Sud-Bretagne finalement.
Je pense qu'on est tous les deux des oiseaux migrateurs, hein, donc on est basé ici, en effet, et je pense qu'on se ressource ici. D'ailleurs, la question de l'énergie en ce moment et des lieux ressources, elle est fondamentale, hein, pour les dirigeants et pour les salariés. Mais on bourlingue pas mal quand même. Alors là, on peut pas voyager beaucoup, mais en tout cas, on est très mobile. Et oui, je crois que, en fait, au-delà de la blague des oiseaux migrateurs, il y a un phénomène de décentralisation des talents qui est à l'œuvre, qui est super intéressant et sur lequel, à mon avis, les territoires ont une carte à jouer. Parce que dans ce questionnement sur les essentiels, sur de quoi est-ce qu'on a besoin dans la vie pour être bien, qu'est-ce qui nous engage dans un travail ou pour une entreprise, il y a vraiment le rapport à l'espace-temps. Et l'envie pour beaucoup d'entre nous de vivre autrement. Donc je crois que des territoires comme la Bretagne particulièrement en fait, ont une carte à jouer parce qu'on peut offrir ici des conditions de travail et d'épanouissement familial, personnel, professionnel extraordinaires qui n'empêchent pas de rêver grand, de rêver international pour travailler. Mais justement, un territoire que la CCI soutient, dans lequel la CCI évolue. Pierre Montel, une année 2020 où justement vous avez été au contact des entreprises, des entrepreneurs, de ces évolutions. Les questionnements, j'imagine, étaient nombreux. Effectivement. 37 000 entreprises dans le Morbihan, un grand nombre d'entre elles qui n'ont pas de salariés, donc c'est une petite entreprise, qui se sont retrouvées, pour un certain nombre d'entre elles, notamment café, hôtel, restaurant, interdit de travailler, des commerçants aussi. On a touché l'humain et des valeurs communes que vous évoquiez. Finalement, un chef d'entreprise, pourquoi il l'est devenu? Alors, certains sont fabriqués leur emploi, donc c'est qu'ils ont eu besoin de liberté, ils ont eu besoin de... Et puis, l'autre aspect, vous êtes chef d'entreprise parce que vous voulez tracer un petit peu la route qui est devant vous, ne pas vous faire mener, mais avoir la main sur votre avenir professionnel et les gens qui vont vous accompagner dans ce beau projet. Donc là, il y a quelques points communs avec ce que vous nous décrivez et des attentes de la génération dont vous parliez, qui est la vôtre. Autre point, c'est sur l'aménagement du territoire. J'apprends, et effectivement, on l'a vu, une forte arrivée de personnes plus jeunes qui viennent s'installer dans le Morbihan. C'est une réalité, le marché immobilier est là pour le prouver. Mais pas que, hein, c'est une recherche de qualité. Je pense qu'on a une responsabilité collective pour pouvoir les accueillir dans de bonnes conditions et leur donner envie de rester, parce que venir c'est une chose, mais leur donner envie de rester en est une autre, quand ils vont faire souche. L'employabilité, je trouve très intéressant de vous rappeler qu'il y a déjà une quinzaine d'années, on a créé, ça s'est fait à Vannes, et je crois qu'aujourd'hui il y en a un aussi à Lorient, un groupement local d'employeurs qui a permis aux toutes petites entreprises de trouver des compétences de haut niveau dont ils n'avaient pas besoin à plein temps ou n'en avaient pas les moyens. Et ça a permis à des cadres, hommes et femmes de bon niveau, d'apporter ces services à ces entreprises. Or, est-ce que ce qu'on se décrit comme la qualité des gens qui viennent s'installer dans le Morbihan avec des réflexions professionnelles, je vois encore un lien encore plus fort avec le Morbihan qui est prêt et qui certainement devra adapter cette offre entre l'attente des entreprises et ces personnes qui offrent de réelles compétences et notamment tourner sur l'international. Donc, des enjeux forts, des opportunités qu'il faut savoir conquérir, mais surtout garder cette qualité d'accueil, de ressources, ne pas le galvauder, ne pas en faire un enfer. Donc c'est aussi important, hein, dans ces réflexions collectives. On se rend compte que le curseur, justement, il évolue. C'est ce que souligne aussi une enquête que vous avez faite, que vous avez publiée en juin dernier. Une enquête qui montre que les gens finalement replacent leur mode de vie, leur lieu de vie, l'envie de se ressourcer, comme vous dites, Emmanuel, au cœur des préoccupations. On constate en parallèle, justement, les mouvements et les confrontations de vision entre l'entreprise classique, entre guillemets, et puis un nouveau mode de fonctionnement plus adapté. Quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, selon vous, de cette nouvelle vision, de cette adaptabilité, de ce développement de l'entreprise, de ce qu'on est en train de vivre en ce moment? Moi, j'y vois que des avantages, en fait. Le risque serait l'amnésie collective, qui est quand même l'apanage de l'être humain. Hein. Donc, je ne voudrais pas qu'on soit là en train de faire un discours de bisounours et qu'en réalité, dans 3 ans, on soit complètement à côté de la plaque. Mais les transitions qui sont à l'œuvre, elles sont quand même très bénéfiques. C'est-à-dire que la question des essentiels, que ça soit pour soi ou pour une organisation, ça permet de faire des bons choix. Ouais. Et je pense que c'est en train de façonner, alors là d'un point de vue très macroéconomique, mais une espèce d'entreprise qui transcende le capitalisme.
Et en cela, c'est super intéressant. C'est-à-dire que dans le monde d'avant, on avait les réflexions sur la loi Pacte, sur l'entreprise à mission, la raison d'être, etc. Et là, on se rend compte qu'en fait, OK, on a fait l'exercice de communication, on s'est dit que c'était bien, que c'était beau, que c'était bon, super. Maintenant, comment est-ce qu'on le fait advenir pour de vrai? Et comment est-ce que l'entreprise, qui clairement est probablement l'acteur le plus agile, le plus en capacité d'avoir de l'impact d'un point de vue systémique au niveau national, local et international, et plus que jamais en adéquation avec les enjeux du futur. Donc comment est-ce que l'objet de l'entreprise, il est au service de la cité, il est au service de la société, il est au service du très long terme et pas simplement au service d'une vision capitalistique microscopique et qui s'est recroquevillée et qui peut-être est en train de disparaître. Parce que, je le crois et je pense que c'est une conviction qu'on partage. Il n'y aura pas de performance durable sur le temps très long, sans excellence humaine, sans excellence environnementale, sans robustesse en fait sur ces deux piliers-là. Et la pandémie, en fait, elle montre ça. Elle montre que sans subsidiarité, sans cap à très long terme, sans capacité à traduire le sens au niveau local, sans prise en considération des écosystèmes et de l'environnement avec lequel on interagit, en fait, il n'y a juste pas de performance. Et dans un modèle capitalistique, c'est pas possible. Donc, il ne faut pas le faire par bonté d'âme ou par éthique, il faut le faire d'un point de vue pragmatique, parce que c'est comme ça qu'on créera des entreprises robustes qui existeront encore dans 10 ans. Alors justement, Dimitri, comment est-ce qu'on fait pour que ces entreprises existent dans 10 ans dans un contexte environnemental qu'on devra préserver, dans un contexte qui devra être forcément écologique? À quoi va ressembler l'entreprise de demain? Vous, c'est votre job finalement, c'est votre rôle d'intervenir, de dire qu'il va falloir changer les choses? Absolument. Et les réflexions qu'on a, c'est d'essayer de se dire, sur un horizon de temps à 10 ans, où est-ce qu'il faut être? Quelles sont les trajectoires qu'il faut réussir à avoir? Et on essaie de se baser sur des faits qui sont objectifs, en se disant que ça avait été pointé du doigt par le rapport au Club de Rome en 72. Le modèle économique linéaire qui consiste à prélever, utiliser et jeter des ressources qui sont finies, par définition, elles sont finies, elles sont majoritairement finies, les ressources qu'on prélève. Le vent et le soleil, c'est minoritaire, les ressources qu'on prélève, elles sont majoritairement finies. Évidemment, il y a un moment où ça ne fonctionne plus. Et ce moment de tension, au moment où ces ressources finies deviendront épuisées, il faut réussir à savoir comment est-ce qu'on gère. Et donc toute cette question, c'est la question qui est aujourd'hui pointée du doigt, c'est la question des limites du modèle dans lequel on est, des limites de la planète, et comment est-ce qu'on peut réussir à avoir un business model, comment est-ce que je peux réussir à avoir une proposition de valeur en tant qu'entreprise qui prend en compte ces considérations-là. Non pas sur une approche purement risque, en se disant dans 10 ans, j'aurai plus suffisamment et donc je pourrai plus me développer, mais aussi sur une approche de sens et je dirais de cohérence, de travailler tous les jours dans une entreprise qui se fiche complètement de ces thématiques-là. C'est complètement aberrant, parce qu'on sait très bien que le modèle n'est pas durable. Durable, c'est plus de performance. Ouais. Donc, de commencer à initier cette discussion-là, elle a bien sûr commencé via les rapports RSE, qui étaient parfois des objectifs de communication il y a 5 ou 10 ans. Aujourd'hui, on commence à bien comprendre, à bien saisir ce que la science dit, la problématique de ces ressources, la problématique du changement climatique, la problématique de l'eau, la problématique de la biodiversité, et intégrer tout ça dans la réflexion d'une stratégie à 5 ou 10 ans. Au-delà du fait que c'est nécessaire, c'est absolument passionnant. Alors, Pierre Montel, justement, fort des analyses de The Boson Project, fort des analyses de Cantis, quelle projection pour l'entreprise de demain, pour nos entreprises, pour notre façon aussi d'entreprendre dans les années à venir, notamment dans le Morbihan? Effectivement, la mort du capitalisme ou son évolution, c'est une vraie question que vous posez. Elle est à mon avis, pour partie centrale. La force de l'économie du Morbihan, c'est qu'une partie des entreprises sont des entreprises familiales. Et on l'a vu, la stabilité, la capacité à voir loin et à être en capacité de rebondir, le capitalisme familial est certainement celui qui offre une résilience importante. Comparer une entreprise à un avion qui ne saurait qu'être en phase de décollage, c'est impossible. Or, on est souvent dans des modèles économiques et dans des business models à ne voir que la croissance comme le moyen de la durabilité. Alors, c'est assez compliqué ce que je vous dis, parce que l'adage suivant, c'est quand mon entreprise n'avance pas, elle recule. C'est quand même bien dans les têtes de tous les dirigeants. Donc s'il y a des progrès à faire, elle peut être aussi dans ce domaine. Mais l'argent public est un bel exemple. Cet argent public, on le sait, il va devenir rare. La capacité d'intervention grâce à l'argent public se doit d'être le mieux adapté possible. Et le principe de subsidiarité est bien sûr un élément qui permettra d'améliorer
la capacité de l'argent public à être mieux utilisé. Donc pour revenir sur le sujet de la croissance, il est vraiment au cœur du sujet. Donc elle pourrait être qualitative, elle pourrait tirer, je dirais, une quintessence par le projet collectif de consommer moins de matières premières, de faire plus d'économie circulaire, de se poser du principe qui est de dire quand je consomme un bien de primaire, il faut que je me dise comment je vais pouvoir le rendre à mon milieu. Parce que comme il est fini, le principe ce serait de pouvoir le rendre. On a aussi une question collective qu'il il ne faut pas nier. On parle d'humanisme et je prends le principe, c'est de mettre l'homme et la femme avant l'économique et pas le contraire. Hein. Mais on l'a bien vu, ça aussi, ça a ses limites. Dans nos phases de confinement, quand on arrête une économie d'un seul coup, si c'est trop long, elle prend le risque même de disparaître ou de connaître un collapse insupportable. Mais qu'est-ce que nous voulons aussi en matière de population? Est-ce qu'on va vers une population qui continue sa croissance? Comment arriver à vivre collectivement sur une stabilisation? Est-ce que ces questions sont aujourd'hui d'actualité et est-ce qu'il est correct de pouvoir les poser comme ça? Vous soulignez d'ailleurs tous les trois un débat philosophique, un débat sociologique finalement autour de la nouvelle entreprise, de l'entreprise de demain. Alors, comment, Pierre, la CCI s'adapte et propose justement des solutions concrètes, des formations, des accompagnements pour correspondre à ce que vous soulignez tous les trois, à cette évolution philosophique et sociologique finalement? Oui, tout à fait. Là, nos échanges philosophiques sont aussi des réflexions stratégiques. Or, une entreprise, elle a besoin d'une stratégie. Or, vous concourez à la stratégie des entreprises que vous accompagnez et à la stratégie de la Chambre de commerce. Elle aide à accompagner les entreprises. Alors, la formation, on est effectivement dans la capacité de réaliser des formations, notamment dans ce qu'on appelle le numérique, qui est plutôt un langage, le numérique. Mais quelles sont les entreprises qui ont été capables de passer très rapidement d'un mode de fonctionnement classique à un mode de fonctionnement en télétravail? Ce sont justement les entreprises qui avaient pris en compte la numérisation, l'échange dans leur organisation. Et elles ont été quasi immédiatement mis en place et elles n'ont pas connu de pertes importantes de clients, de modes de fonctionnement. Donc on a un travail à la Chambre à mener, c'est de pousser les entreprises, et notamment les petites, à s'équiper, à avoir des process qui intègrent ces modes de communication et ces outils modernes pour leur permettre de poursuivre. Le troisième sujet, c'est de nous fédérer. Je l'ai senti, cette crise sanitaire de 2020. Le Morbihan l'a passé dans des conditions les moins mauvaises possibles parce qu'il y avait un pilote au sein de l'État. Le préfet du Morbihan a su prendre en main les différents réseaux économiques, les différents réseaux financiers d'entreprises pour, d'une façon très concrète, éviter des blocages. Mais des blocages certains. S'il n'y avait pas eu ces actions-là, on aurait eu des pans entiers de l'activité qui s'arrêtaient. Donc c'est la résurgence et, du chef. Enfin, je le dis très clairement, hein, et ce chef qui a su nous fédérer et qui a su montrer à l'ensemble des réseaux qui soutiennent l'activité économique du Morbihan qu'à plusieurs, on était plus fort que tout seul. D'où retour sur la subsidiarité aussi. Voilà les leçons que nous avons tirées et bien évidemment ces éléments stratégiques font partie, enfin constatés, font partie de la génétique de demain pour la Chambre de commerce du Morbihan qui a largement commencé et qui poursuit ces travaux en interne pour offrir en externe aux entreprises le moyen de s'adapter et d'être en lien avec ce que vous évoquez sur l'évolution en matière de consommer différemment et travailler à plusieurs, probablement chasser en meute. Je suis désolé du terme, mais je pense qu'on devrait le faire un petit peu plus, notamment à l'international. Alors justement, Emmanuel Duez, vous, comment est-ce que vous accompagnez ces entreprises dans cette grande mutation qui ne date pas d'aujourd'hui finalement, mais qu'on constate encore plus en ce moment? Comment est-ce que concrètement The Boson Project accompagne ces entreprises dans ce développement, dans cette mutation?
Nous, on accompagne des dirigeants surtout dans leurs enjeux stratégiques, leur vision, leurs projets. Et on est dépositaire du message suivant, c'est que y a un moment donné, pour pouvoir s'engager, que ce soit pour des raisons économiques, pour des raisons écologiques, il faut avoir un corps social qui est très robuste, il faut avoir un modèle social qui est un modèle de croissance. Et quand on se pose la question du passage à l'échelle de l'engagement, en fait, on arrive sur des considérations qui sont assez complexes. C'est une excellence managériale, une excellence organisationnelle, un set de valeurs avec un travail à faire sur les intangibles, ce qui changera jamais. Et si on existe encore dans 15 ans, on sera toujours ça. Et puis des trucs sur lesquels il va falloir pivoter, il va falloir changer, il va falloir renoncer, l'amélioration continue. Donc c'est sur tous ces aspects qu'on accompagne les organisations. Et aujourd'hui, particulièrement dans le contexte de pandémie, on est très sollicité pour faire deux choses. La première, c'est aider des dirigeants à projeter la manière dont on va travailler demain et faire cet exercice de rétex. De qu'est-ce qui, d'un point de vue frugal, a été mis en œuvre et qu'on va devoir pérenniser. Qu'est-ce qu'on va devoir changer? Comment est-ce qu'on fait en sorte de ne pas rater cette crise? Et le deuxième élément, c'est qu'on est particulièrement au service et au contact en ce moment des managers de proximité et des RH. Parce que pendant le premier confinement, les collaborateurs qui étaient en direct avec les clients ont tout donné. Avec la deuxième vague, ce sont les managers de proximité qui ont joué le rôle de liants, en fait, de corps sociaux qui sont aujourd'hui épuisés et fragilisés. Ouais. Et là, on s'aperçoit avec la troisième vague que c'est les RH et les fonctions support. Donc, il n'y a pas d'inutile, contrairement à ce qu'on peut lire beaucoup, notamment sur toute la philosophie des bullshit jobs. Il y a assez peu d'inutiles dans les organisations. Chacun est à sa place. Et en fait, les trois vagues montrent bien que toutes les strates de l'entreprise sont essentielles. Voilà, il n'y a pas de non essentiel dans les organisations et qu'il faut vraiment, en ce moment particulièrement, donner de la considération et de l'attention à la population managériale. Tout cela dans notre environnement, dans notre territoire. Dimitri Caudrelier, comment est-ce que vous, concrètement, même question, vous accompagnez, vous adaptez l'entreprise pour qu'elle soit toujours pérenne et fonctionnelle demain? Donc très concrètement, nous, c'est comme Emmanuel, on accompagne les dirigeants en France, aux États-Unis, en Suisse, en Allemagne, en Italie. On a des bureaux. Et notre objectif, c'est d'essayer de leur faire comprendre. Donc il y a un énorme travail aussi de pédagogie autour de ces enjeux-là, les enjeux climatiques, les enjeux sur la biodiversité, les enjeux sur l'eau, sur la qualité de l'air. Ça veut dire quoi pour moi dans mon activité? Donc on fait des bilans environnementaux pour qu'ils puissent comprendre sur l'ensemble de leur chaîne de valeur, donc de l'extraction des matières nécessaires pour leur activité jusqu'à des déchets potentiels qui pourraient être générés par les produits qu'ils vendent. Et une fois que ça c'est clair, on essaie de leur dire, voilà, une trajectoire qui adapterait votre modèle économique aux limites de la planète. Ouais. Encore une fois, sur les enjeux climatiques, eau, biodiversité, ça voudrait dire quoi pour vous, dans votre secteur, avec la place que vous avez dans la structure, avec la taille de votre entreprise, avec vos ressources? Qu'est-ce que ça voudrait dire que d'avoir une réflexion sur l'adaptation de mon modèle économique aux limites de la planète? Et puis on se fixe une trajectoire, et une fois que cette trajectoire-là, elle est claire, à un horizon 5 à 10 ans, on ne veut pas aller trop loin, sinon c'est plus engageant, quelles sont les actions qu'il faut réussir à mettre en place pour opérer cette transformation, qui sont des actions managériales, qui sont des actions de réflexion sur les achats, qui sont des actions de réflexion sur la communication, sur le marketing, sur les investissements, sur le mode de gouvernance de la structure. Donc les actions peuvent être diverses et variées, mais on essaye toujours de se forcer à opérationnaliser les engagements qu'on prend. Autrement, on peut être dans des risques, ce qu'on appelle de greenwashing, où on s'engage, mais finalement on ne fait rien. Bon, des réflexions qui sont passionnantes. Pierre Montzel, vous aviez voulu cet échange, cette rencontre tous les trois. Je vous laisse du coup le mot de la fin, la synthèse de cette rencontre. Le faire ensemble, c'est le point qui me paraît important. C'est dire que cet exemple que vous évoquez, ce travail que vous menez auprès des dirigeants, en tant que Chambre de commerce du Morbihan, on s'est fixé ce côté de pouvoir montrer l'exemplarité. Je vais reprendre l'exemple d'Ecodo, qui est une démarche que nous menons avec la préfecture, et qui consiste à montrer les bonnes pratiques dans la gestion de l'eau, de l'utilisation de l'eau, qui est une ressource importante en Bretagne, mais qui parfois peut manquer l'été notamment. Et ça a permis un échange entre les pratiques de petites ou moyennes entreprises sur des grandes et inversement. Et là, on a la capacité à se dire, demain,
on va consommer notre eau différemment. Donc voilà un exemple concret, hein, il y en a d'autres bien évidemment sur notamment la partie de la production et d'utilisation d'électricité avec l'hydrogène. Et là aussi, c'est un corps complet. C'est un écosystème à mettre en place. Donc, je ne saurais que vous dire à quel point la Chambre de commerce essaye d'avoir cet ADN de l'intelligence collective pour permettre ces adaptations dans les meilleures conditions. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Pierre Montel. Merci à tous les deux, Dimitri Caudrelier, Emmanuel Duez. Merci à vous de nous avoir suivis. À très vite.